petits rêveurs et mes petites rêveuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur mes sagas en cours. Et je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que j'ai 35 sagas en cours, en comptant les BD, les livres, tout ça. Donc les livres audio aussi. Donc il est vraiment temps que je mette un peu à jour ça. J'ai failli faire tomber la pile. Que je mette à jour ça et je vais m'empresser de commencer pour ne pas que cette vidéo dure 3 heures. Évidemment, j'ai juste sélectionné les sagas en cours, j'ai pas pris les sagas que je n'ai pas encore commencé et qui sont encore dans ma pile à lire, parce que sinon on s'en serait jamais sorti, il y aurait beaucoup trop, ça ferait une vidéo beaucoup trop dense, et je n'ai pas pris non plus celles que j'ai abandonnées pour les mêmes raisons. On commence tout de suite avec les bandes dessinées, et là il y en a 5. Je suis pas une très grande fan des bandes dessinées, mais celle-là, j'ai vraiment bien accroché. Et en premier, il y a Le Printemps suivant de Margot Motin, qui sont parus aux éditions Casterman. Et pour celui-ci, donc, j'ai lu le tome 1 et il faut que je lise encore le tome 2. C'est un peu l'histoire de l'illustratrice Margot Motin, enfin l'écrivaine, l'illustratrice aussi, qui a décidé de faire partager des tranches de vie familiale. Et voilà, je trouve ça très sympa, ça se lit vite, c'est cocoon, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai les Sœurs Grimillet de Di Gregorio et Barbucci. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour l'instant, il y a 4 tomes qui sont parus. Bon, ici j'en ai que 2, j'ai le 1 et le 3 parce que je sais absolument pas où j'ai mis mon tome 2. Je dois lire le tome 3, donc j'ai lu le 1 et le 2. Je dois lire le tome 3, il y a le tome 4 qui est déjà paru et le tome 5 va sortir ici le 10 novembre il me semble. Et dans ces livres, on suit les 3 sœurs Grimillet. Je sais plus leur prénom. Si je me rappelle bien, c'est des histoires assez indépendantes les unes des autres. Le premier tome, elles découvrent une photo de leur maman enceinte, sauf que c'est la grossesse d'aucune des 3. Et donc elles commencent à se poser des questions, à faire des recherches, etc. Et donc elles partent faire la découverte de leur histoire. J'aime vraiment bien, les dessins sont vraiment chouettes. Donc j'ai hâte de reprendre le tome 3. Je pense que je pourrais peut-être me caler le tome 3 dans ma palle du pack. Je sais pas encore pour lequel, je dois regarder. Ensuite, on a la boîte à musique de JG et Carbone. Il y a 5 tomes et cette fois-ci, je suis à jour. Je les ai tous lus. Pour moi, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas encore vu s'il y avait un tome 6 qui allait sortir ou pas. Et dans cette histoire, on y retrouve la petite Nola qui reçoit en fait pour son 8e anniversaire une boîte à musique. Et dedans, elle voit une petite fille et elle entend qu'elle appelle à l'aide. Et en chipotant un peu à cette boîte à musique, elle se retrouve entraînée dans un monde un peu féerique qui est Pandorian. De là va en découler toutes des aventures de elle allant à Pandorian et allant secourir les petits êtres qui sont dedans. Il me semble que c'est des tomes qui se suivent un peu, qui sont un peu indépendants mais qui se suivent un peu quand même, parce que voilà, tous les tomes se passent à Pandorian, hein, donc voilà, il y a quand même un fil conducteur. Et j'ai bien aimé, les images sont très très belles. Je pense que c'est d'ailleurs avec ce livre, enfin cette BD là que j'ai un peu commencé les BD. Je sais pas du tout si un tome 6 va sortir, mais j'aimerais bien savoir, on ne sait jamais. Comme avant-dernière BD, on a Sorceline de Sylvia Doué et Paola Antista, qui vient des éditions Vent d'Ouest. Alors là aussi, il y a 5 tomes. Et là aussi, je suis à jour. Le tome 6 va paraître le 18 octobre. J'essaye un peu de jouer avec la lumière parce que vous avez un gros reflet. Mais voilà, regardez, les illustrations sont juste magnifiques. Et dans cette histoire, on va suivre Sorceline, qui est une petite fille qui a toujours été intéressée par les animaux, mais pas les animaux domestiques comme les chats, les chiens, les chevaux, etc. Mais les animaux magiques. Et avec ça, elle finit par se retrouver sur une île où on lui apprend le soin des animaux magiques. On va suivre cette petite fille sur cette île qui va rencontrer des amis, qui va rencontrer des animaux aussi, et qui va vivre plein d'aventures. Et j'aime beaucoup comme je disais, rien qu'à la couverture, hein, vous voyez ici il y en a 5, mais vous voyez un petit peu les décors. Voilà, c'est super beau, moi j'adore. Je trouve ça magnifique, regardez, moi celui-là c'est mon préféré. Ou peut-être celui-là, je sais pas. Non, plutôt le 4. J'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment hâte que le tome 6 sorte pour que je puisse continuer à me replonger dans cette histoire. Et comme dernière bande dessinée ou graphique, je sais pas trop comment on le considère, c'est True Colors
de Lily Blabla et Morgane Moncomble, paru aux éditions Hugo BD. Et alors donc ici il y a qu'un seul tome et je suis à jour, voilà, je ne sais pas du tout quand est-ce que le tome 2 va sortir. Quand je l'avais lu il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'avais mis une story sur Instagram et je pense que Lily Blabla l'avait republié en disant qu'elle avait hâte de se replonger, enfin de se plonger sur le tome 2. Donc voilà, je pense pas qu'il est déjà en cours d'écriture ou de dessin. Dans cette BD, on y retrouve Elliot qui est un peintre mais qui en fait a une maladie qui fait qu'il se rappelle jamais des visages des personnes. Et donc voilà, il a beaucoup de mal avec ça, mais malgré ça, il est peintre et il fait quand même avec. Il prend son handicap comme une force. Et on va aussi y retrouver June qui elle est galeriste, mais le problème c'est qu'elle a un lourd secret. On découvre un peu plus de cette histoire, enfin de ce secret dans ce tome 1, mais je pense que le tome 2 ou peut-être les prochains tomes sont vachement prometteurs parce que cette histoire a beaucoup de potentiel et j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et de savoir quand est-ce que ça va sortir. Ensuite, on passe aux sagas contemporaines et là, il y en a 3. Et la première, c'est bien sûr Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors ici, je vous montre que les 2 premiers tomes parce qu'en fait, c'est les seuls que j'ai dans ma bibliothèque, mais parce qu'en fait je les écoute en livre audio. Mais là je suis à la fin du tome 6. C'est une saga que j'affectionne énormément, par contre j'ai énormément de mal à les lire en papier. C'est pour ça que je suis passée en livre audio. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait aimer les livres audio, parce qu'en fait ces histoires me passionnent. J'adore déjà les livres avec une double temporalité, et c'est ce qu'il y a à chaque fois. Bon, je vais pas vous faire le résumé des 7 sœurs, hein, je pense que tout le monde connaît, mais il y a toujours cette double temporalité où on parle d'une des sœurs, enfin il y a une sœur par tome et donc on parle de cette sœur là, mais on parle aussi de ses ancêtres et de son histoire, etc. Et donc là on repart dans le passé et j'aime vraiment bien le fait qu'il y ait toujours quelque chose d'historique derrière. Donc par exemple, sans trop en dire non plus, mais dans le premier tome on a la première sœur Maya qui elle va partir sur les traces de ses ancêtres qui ont par exemple assisté à la construction je sais pas s'il a un nom spécifique, mais le grand Jésus au Brésil. À chaque fois, il y a un petit côté historique et donc je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça, voilà, Lucinda Riley a fait vraiment un travail de dingue au niveau historique, au niveau continuité de l'histoire, au niveau la façon dont c'est tourné. Voilà, j'adore et je suis à la fin du tome 6, j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter pardon, le 7 et puis le 8. Malheureusement, voilà, Lucinda Riley est décédée en écrivant ce dernier roman et donc c'est son fils et elle, voilà, c'est son fils qui a continué l'écriture en prenant base de ce qu'elle avait déjà écrit ou avait fait des plans. Voilà, je sais pas du tout comment il a réussi à travailler là-dessus, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Après, on a la mélancolie du kangourou, donc suivi de Le sourire des fées. Donc celui-là, j'ai lu le tome 1, mais pas le tome 2. Ah oui, c'est de Laure Manel et c'est paru... Enfin, moi j'ai ceux qui viennent de chez Livre Poche. Et dans cette histoire, on va retrouver Antoine, qui en fait a perdu sa femme lors de l'accouchement lors de son accouchement. Et donc il se retrouve avec ce petit bébé qui s'appelle Lou. Et il sait pas trop comment gérer cette histoire. Il sait pas... voilà, il a du mal à aimer cet enfant alors que sa maman, enfin sa femme, qui est la maman de cet enfant, est décédée pendant cet accouchement. Alors oui, c'est un sujet un peu sensible pour moi pour l'instant, donc voilà pourquoi je ne me remets pas dans cette histoire. J'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça très doux, très mignon, très... voilà. J'avais vraiment adoré cette histoire. En plus de ça, j'adore la plume de Laure Manel. Je pense qu'elle a aussi écrit, oui c'est ça, La délicatesse du homard que j'avais lu. Je sais plus si j'ai lu d'abord celui-là ou La délicatesse du homard. Mais bon, c'est pas très important. C'est une saga que j'avais vraiment adorée. Au début, je pensais que c'était qu'un one-shot et puis le tome 2 est sorti. Donc il serait grand temps que je le sorte de ma palle, mais pas pour l'instant, vu sujet sensible. Pour la dernière saga en contemporain, c'est pas vraiment une saga avec une suite, c'est plus des tomes compagnons qui se passent au Pays Basque. C'est Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon et Ce que les étoiles doivent à la nuit, aussi d'Anne-Gaëlle Huon, qui sont sortis tous les deux chez Albin Michel. Alors celui-ci c'est le premier qui est sorti
Et dans celui-ci, on va retrouver, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une jeune femme qui va partir au Pays Basque. Donc c'est il y a longtemps, hein, je pense que c'est dans les années 20, dans les années 30, quelque chose comme ça. Voilà, je viens de vérifier, ça commence en 1923. Et donc c'est une jeune femme qui va partir au Pays Basque pour devenir couseuse d'espadrilles. Et en même temps, elle va commencer à découvrir un peu tout l'univers. Voilà, ça se voit un peu sur la couverture. Hein. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment attiré parce que ce genre de thème m'attire énormément. Va découvrir tout ce qui est les grandes fêtes des années 20, le Charleston, les soirées. Et je vais vous lire un peu juste les quelques petites lignes ici. Il n'y a que 3 règles ici, Rosa. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre. La dernière, ne boire que du champagne millésimé. Seule l'une de ces 3 règles sera respectée. J'avais adoré et en plus de ça, j'avais rencontré Anne Gaëluon pour la sortie de celui-ci. Et c'est une femme très douce, très gentille, très solaire. Et ça se ressent énormément dans ses écrits. Une autrice que j'adore, que j'ai envie de redécouvrir. J'ai envie de redécouvrir sa plume. Il serait grand temps que je sorte Ce que les étoiles doivent à la nuit. C'est celui-ci que je n'ai pas encore lu. Dans celui-ci, on va découvrir Lise, qui est une chef prodige et étoilée, qui part au Pays Basque sur les traces de sa mère. Et dans ce petit village, elle rencontre un dandy insaisissable et plein de panache qui lui confie les clés de son restaurant et il lui propose un défi, donc de faire de son petit resto pittoresque un resto gastronomique. Sauf que Peyo, le chef du restaurant, n'est pas exactement du même avis que le gérant. Ayant lu déjà quelques livres d'Anne Gaëluon, je sais très bien que je vais adorer. C'est totalement le genre d'histoire et de plume que j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant je suis plus dans la fantaisie et moins dans le contemporain, mais il serait grand temps que je le sorte de ma palle. On passe ensuite aux sagas fantasy, et là il y en a 13. Voilà, quand je vous dis que je suis vraiment dans ma phase fantasy, c'est vraiment pas une blague. Comme premier, voilà, je vais pas vous le présenter plus que ça parce que voilà, tout le monde connaît, mais on a la Grishaverse. Donc avec Grisha et les 3 de Grisha et Six of Crows, les 2. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais là c'est ce que j'ai dans ma palle. J'ai lu que le premier tome de Grisha. Voilà, j'en suis pas très loin. Il faut absolument que je commence le 2, surtout que je continue en fait la saga avec le 2, 3 et 1, 2. Surtout que je ne m'autorise pas à regarder la série tant que je n'ai pas terminé ces 5 livres. Autant dire que je vais encore attendre très longtemps avant de regarder la série. Après, comme saga commencée et dont je suis à jour, hein, oui, pour une fois, c'est une des rares où je suis à jour. C'est la saga du Peuple de l'air. Voilà, comme Grisha, hein, je vous le présente plus. Mais celui-là, je suis vraiment à jour total. J'ai même lu les petits antres, voilà, les sœurs perdues, pardon, qui sont entre le tome 1 et le tome 2. Et comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. J'attends avec impatience la sortie du tome 4 qui je pense sera en fait une deuxième saga mais tirée de, mais bon voilà, on va dire le tome 4, ce sera plus simple, qui il me semble sort le 18 octobre et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers parce que j'avais vraiment été dégoûtée que l'univers, que ça se termine avec le tome 3. C'est un univers que j'ai adoré, que j'ai attendu, que j'adore, et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me replonger dedans avec ce nouveau tome. Après, on a la saga les Royaumes Immobiles, donc de Ariel Holz, et qui est paru aux éditions Slalom. Et ici, nous allons retrouver Ivy, qui est une belle à mourir. Ça veut dire qu'elle elle est obligée de se cacher le visage parce que n'importe qui voit son visage et est pris d'une proie meurtrière ou suicidaire. Et donc du coup, elle est obligée de se cacher. Et en fait, elle va être propulsée dans la cour des fées, je sais pas comment ça se dit parce que c'est pas écrit de la même façon que pour les autres livres avec les faées. Et donc elle va être propulsée dans ce monde de la noblesse, au cœur des manigances qui la dépassent, et elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre parce qu'en fait elle fait partie des jeunes femmes qui sont pressenties pour reprendre le trône de l'automne parce qu'il est vacant depuis trop longtemps et que ça menace un peu l'équilibre de leur monde. Celui-là, j'ai lu le tome 1 et je dois lire le tome 2 qui est le règne des chimères. J'ai adoré cette saga. En même temps, si elle est toujours dans mes sagas en cours, c'est que j'ai vraiment adoré, mais ça a limite frôlé le coup de cœur. C'est vrai que les romans d'Ariel Holz, je les aime beaucoup.
Et c'est vraiment, je pense, celui-là, parce que je pense que j'ai lu celui-là avant Temps mort, mais je pense que c'est vraiment celui-là qui m'a fait vraiment tomber d'amour pour sa plume et pour sa façon de raconter les histoires. Et donc j'ai vraiment hâte de le ressortir, enfin de ressortir cette saga et de pouvoir lire le tome 2. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers. Je trouvais qu'il était vraiment bien construit, qu'il était bien ficelé, et le personnage d'Ivy était vraiment extraordinaire. Après, on a encore une saga que bah, je vais pas devoir vous décrire pendant très longtemps parce que tout le monde en parle, beaucoup de personnes l'ont lu. C'est ACOTAR de Sarah J. Maas. Celui-ci, je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Et bah, je dois lire le tome 2 et tous les autres. Le tome 4 sortira en collector donc le 6 octobre. Et j'ai hâte de me replonger dedans, j'avais adoré. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un peu moins aimé le premier tome et qui ont eu un énorme coup de cœur pour le reste de la saga. Donc comme moi j'ai bien aimé le tome 1, bah, j'espère vraiment que le reste de la saga va me plaire aussi. Après on a la saga Vampiria de Victor Dixon, où dans celui-ci, paru aux éditions Robert Laffont, la collection R. Et dans celui-ci, voilà, je crois pas que j'ai besoin de vraiment vous faire un résumé, mais pour ceux qui vraiment sont passés à côté, on est dans un univers où le roi Soleil n'est jamais mort, mais il est devenu un vampire, et il règne sur son royaume depuis tout ce temps. Un royaume qui s'est vachement étendu à plus que la France. Et dedans, on va aussi retrouver Jeanne, qui en fait, elle, sa famille s'est fait massacrer, et elle se rend compte, après ce massacre, que sa famille était des militants, je ne sais plus comment on appelle dans le livre, mais des militants contre les vampires et la vampire mania. Elle décide d'infiltrer la cour pour pouvoir se venger de sa famille. Sauf que bah, ça va pas exactement se passer comme elle le prévoyait. Sur celui-là, j'ai lu le tome 1 et il me reste encore le tome 2 et 3 à lire, en sachant que ça va être une saga de 12 tomes. Il me semble que c'était ça. 12 tomes, mais 4 séries. Voilà, je sais pas si c'est très compréhensible, mais en gros, ça c'est une série. Puis après, je pense que c'est la Vampiria, mais des Amériques. Et voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour l'instant, en tout cas pour cette saga-là, il me reste encore le tome 2 et le tome 3. Et puis après, bah, bien sûr, je vais lire le reste, hein, on est bien d'accord. Je vais pas m'arrêter là. En plus, Victor Dixon, j'adore sa plume. Je bouffe à chaque fois tous ses livres. Je sais pas pourquoi je prends autant de temps à les sortir de ma palle, mais c'est toujours un réel bonheur de les sortir et de pouvoir me plonger dans ces univers, parce que c'est vraiment quelque chose de construit. En plus de ça, bon, j'ai jamais rencontré vraiment le personnage, mais je l'ai vu sur des salons de loin. Mais voilà, les files à rallonge où on attend pendant 6 heures, et je peux comprendre, hein, parce que c'est vraiment un auteur très plébiscité et il mérite vraiment son succès. Mais donc du coup, j'ai jamais fait la file pour aller jusqu'à lui, mais je trouve qu'il a ce petit quelque chose qui fait qu'il incarne en plus ses personnages, ou en tout cas il incarne un personnage de ses univers, et je trouve ça vraiment dingue. On voit qu'il est passionné par ce qu'il fait et par les histoires qu'il crée, et je trouve ça vraiment magique et beau à la fois. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que je pourrais en parler pendant des heures. Après, on a La carte des confins de Marie Repelin. J'espère que ça se dit comme ça, désolée si c'est pas bon. Qui est sorti chez PKJ, et donc ici il y a 2 tomes et un tome, comment on appelle ça? Un tome qui se passe avant. Enfin bref, il y a 3 tomes, mais en vrai, de ce que j'ai compris, c'est une duologie, et puis le 3e tome, c'est un tome qui se passe avant celui-ci. Il faut absolument que je lise le tome 2, je l'ai mis dans ma palle pour le pack, donc il va d'office être lu. Et je vous disais justement dans ma vidéo du Pumpkin que je l'avais prêté et qu'il fallait absolument que je le récupère, et je l'ai récupéré samedi, mais je l'ai oublié en bas, donc je ne saurais pas vous la montrer. L'autrice, c'est aussi Muffin and Books, sur Insta, Booktube, etc. Allez la suivre, franchement elle est géniale, j'adore. Et en plus j'ai adoré son histoire, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers et de découvrir le tome 2 pour le Pumpkin. Si vous êtes passé à côté de cette pépite, c'est l'histoire de Kali, qui est une voleuse hors pair. Donc c'est une histoire de piraterie, hein, ça se voit directement, qui en fait est à la recherche d'une mystérieuse carte
qui est la carte des confins. Pour découvrir cette carte, elle est en possession d'un compas magique, aider à découvrir cette carte, et donc pour ça elle va embarquer sur l'Avalon, qui est le bateau pirate de Blake Jackson, un jeune capitaine. Et alors clairement Kali est prête à tout pour arriver à ses fins. J'étais arrivée sur un énorme cliffhanger à la fin du tome 1. Je l'avais un peu deviné, mais voilà, ça c'est mon petit pouvoir magique sur les livres. La plupart du temps je devine souvent comment se termine un livre, même si ça n'entache en rien mon plaisir de la lecture. Mais on était vraiment tombé sur cet énorme cliffhanger et j'étais là... je veux la suite, mais elle n'était pas encore sortie. Et puis j'ai pris du temps, j'ai acheté, mais j'avais pas envie tout de suite de me remettre dedans parce que j'avais d'autres lectures. Mais là vraiment l'envie, elle revient depuis 2-3 semaines, surtout avec le fait que j'ai réussi à le mettre dans ma palle du pack. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de le sortir. Je pense que, donc ici, je suis en train de lire Inheritance Game 4 et d'écouter les 7 sœurs 6, et je pense que ce sera ma prochaine lecture. Ou alors Cogito. Mais bon, ça, ce sera... Voilà, vous le verrez dans une autre vidéo lequel j'aurais choisi. Mais voilà, je pense que je vais le sortir incessamment sous peu. Et d'ailleurs, j'ai un superbe marque-page, regardez, de Kali. Bon, les reflets m'ennuient un peu, mais un superbe marque-page donc de Kali avec la boussole, et qui venait de chez Hélène Illustration et qui justement avait été fait pour la sortie du roman. Et donc voilà, je le trouve juste magnifique. Je voulais vous en parler pour ça. Ensuite, je vais vous parler d'une saga qui, je pense, est la plus vieille de ma pile à lire. Et c'est Marquer les ombres de Véronica Ross, paru aux éditions Nathan, et qui est en fait l'autrice de Divergente. J'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2. Je pense qu'il n'y a que 2 tomes, que c'est une duologie. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de temps, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 ans entre l'apparition du 1 et du 2, qu'en fait, je me rappelle plus du 1. Je me rappelle de certaines bribes. J'ai déjà été voir des résumés spoilants sur le site par exemple de Summary's Book. Summary's... Je vous mettrai ici son site. J'ai été lire son résumé spoilant. D'ailleurs, son site est juste extraordinaire si jamais on doit continuer une saga mais qu'on ne sait plus trop ce qui s'est passé avant ou comment ça s'est terminé. Franchement, c'est top. Et donc pour ce livre, j'ai été voir les résumés spoilants, et en fait il y a des détails, enfin il y a des trucs qui me paraissaient évidents et il y a d'autres choses que je savais plus du tout, ça me disait absolument rien. J'ai vraiment l'impression que ce livre, je l'ai jamais lu en lisant ce résumé spoilant, et pourtant je sais que j'avais tellement aimé cette saga. Donc du coup celle-là, voilà, je suis un peu en hésitation de savoir est-ce que je la continue, est-ce que je l'abandonne. Je sais que j'avais adoré, et puis j'adore la plume de Véronica Ross, comme j'ai adoré Divergente, mais voilà, le fait que je me souviens plus de l'histoire, mais que j'ai toujours cette difficulté à relire mes livres, ça me bloque un peu dans le fait de la continuer. Mais j'ai pas envie de l'abandonner parce que voilà, je me rappelle que j'avais passé un agréable moment en la lisant, et j'ai vraiment envie de retrouver ça dans le tome 2. Je me souviens plus du tout, je vais vous lire le résumé du tome 1. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Chotais, et Akos, de la pacifique nation de Tuvé, sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent, eux, plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les obstacles entre leurs peuples et entre leurs familles sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Voilà, j'avais vraiment adoré, mais j'ai ce problème que je ne me rappelle absolument plus de plein de détails qui sont quand même importants, je pense, pour pouvoir continuer la saga. Donc voilà, celle-là, je suis un peu en hésitation, je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas, je me laisse encore un délai qui sera sûrement très grand, mais peut-être que je vais me forcer à relire le tome 1 pour voir ce que je fais, mais voilà, c'est très compliqué pour celle-ci. La saga suivante, je ne l'ai pas en papier parce que je ne l'ai écoutée que en audiobook. Elle m'avait été conseillée par Laura de Laura S Readings, et j'ai accroché, j'ai adoré, et c'est Nevermore. Je ne sais plus de qui, mais bon, ce sera noté dessus. J'avais vraiment adoré, j'ai accroché, je pense que je l'aurais bien aimé en papier aussi, mais bon, je l'avais pas, et
voilà, il me fallait une lecture audio, j'avais besoin absolument d'avoir quelque chose sous la main, on me l'a proposé, je l'ai pris et franchement j'ai adoré parce que la narratrice est excellente, elle nous plonge vraiment dans l'histoire. Dans cette histoire, on va suivre Morgane Crow, qui en fait est maudite parce qu'elle est née le jour du merveillon et elle est accusée de tous les maux des tempêtes de grêle aux crises cardiaques. Pire encore, elle est condamnée à mourir le jour de son 11e anniversaire, alors chouette destin, hein, on est bien d'accord. Alors que toute sa famille semble de se réjouir de sa mort prochaine, elle est secourue in extremis par un mystérieux Jupiter North qui l'emmène à Nevermore, un royaume dont elle n'a jamais entendu parler. Là-bas, les meubles changent d'aspect en fonction de l'humeur, les chats parlent et surtout la malédiction de Morrigan n'a plus lieu d'être. J'ai vraiment accroché, je pense que j'ai bouffé les trois livres audio en très peu de temps. J'ai vraiment adoré, j'arrivais pas à lâcher cet audio. Ici je suis à jour parce qu'il n'y a que 3 tomes parus, en tout cas en français et enfin même en anglais en fait, parce que le tome 4 ne sortira qu'en septembre 2024, donc encore un an à tenir, et alors que je pense que le tome 3 est vraiment sorti il y a 2 ans, je pense que ça date de 2021. Donc il y a vraiment énormément de temps entre les histoires et je suis hyper impatiente. On en a encore parlé avec Laura hier parce que je pensais, voilà, je m'étais trompée, j'avais vu une date pour septembre et j'ai cru que c'était, enfin pour le 15 septembre, et donc je lui ai envoyé un message en disant le tome 4 vient de sortir en anglais donc on va bientôt l'avoir, et puis en fait j'ai vu 2024 et je me suis dit oh zut. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cette saga, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, quand est-ce qu'elle va être publiée et quand est-ce qu'elle sera traduite surtout. Puis je pense que je vais quand même attendre de la voir en audiobook pour être sûre. Mais si je vois vraiment que ça traîne et que ça ne sort pas, je ferai un effort, j'achèterai le tome 1, 2, 3 pour les avoir dans ma bibliothèque, mais surtout le tome 4 pour savoir enfin qu'est-ce qui se passe ensuite en fait. Ici, je vais vous parler de Shade of Magic de V.E. Schwab, paru aux éditions Lumen, ou Lumen, j'entends toujours les gens me dire Lumen, mais voilà, moi je lis Lumen, bon c'est pas grave, c'est pas très grave. Et donc ici je vais pas vous lire le résumé parce que on sait très bien que dans cette maison d'édition les résumés sont toujours un peu spoilants. Ici j'ai lu le premier tome et je dois encore lire le tome 2 et le tome 3, bon je les redépose parce que je vais vraiment me faire une tendinite à force. Je vais garder que le tome 1 sous la main. Pour cette histoire j'avais vraiment accroché, j'avais trouvé ça très novateur, cette histoire de monde parallèle, le rouge, le blanc, voilà, je me souviens plus exactement de tout ce qu'il y a. De toute façon c'est une saga dont tout le monde parle, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais adoré, mais j'avais eu du mal à accrocher parce qu'en fait l'univers est très dense et donc j'avais eu beaucoup de mal dans ma lecture. Même si j'adorais, donc c'était assez contradictoire, c'était assez frustrant comme lecture. Et c'est pour ça que j'ai jamais sorti le tome 2 et le tome 3. Donc je suis un peu en hésitation de savoir est-ce que je la continue ou pas, même si j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais le fait que ce soit un univers ultra dense me fait un peu peur. Et j'ai peur que, voilà, comme je l'ai lu il y a plus d'un an, que j'arrive pas à totalement me replonger dedans. Je vais peut-être essayer de voir s'il n'est pas sur le site avec les résumés spoilants, comme ça voilà, ça pourrait peut-être m'aider à enfin le sortir. Mais après c'est vrai que c'est quand même des belles briques. Ma copine à qui je prête toujours mes livres les avait lus tous les 3 en un coup, elle les avait bouffés et elle me pousse à continuer cette saga, donc je vais peut-être essayer de faire un effort et de regarder si j'arrive à un peu mieux m'imprégner de l'univers, parce que je me rappelle que j'avais trouvé ça tellement original que j'avais envie de savoir la suite, mais j'avais trouvé ça très difficile à suivre. Et voilà, après plus d'un an d'avoir lu le tome 1, je sais pas ce que ça va donner pour le tome 2 et le tome 3, mais à voir. Donc en attendant, je le laisse toujours dans mes sagas en cours, et on verra bien ce qui se passera par la suite, si j'arrive à le sortir, si j'y comprends quelque chose, si j'essaye et que j'y arrive pas, on verra bien. Mais voilà, j'avais trouvé ça très intéressant en tout cas. Ensuite, on a Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, paru chez Big Bang. Et donc, ce livre-là, j'ai lu le tome 1 et je dois lire, je pense que c'est pas le tome 2, mais c'est un tome 1.5. Mais voilà, je dois lire le tome suivant. Maintenant, c'est vrai que il est tout petit. Et comme c'est un hardback avec un effet grimoire, enfin en tout cas moi je l'ai toujours vu que comme ça, je ne l'ai pas vu en version souple, ça me botte un peu moins de payer aussi cher pour un si petit livre.
J'avais vraiment adoré ce roman, j'avais adoré l'univers qui avait été mis en place dans celui-ci. Je pense que soit ça avait frôlé le coup de cœur, soit ça avait été un coup de cœur. Il faudrait que je revoie une fois mes notes dans le livre addict. Dans celui-ci, on suivait Elisabeth qui avait grandi en fait dans la grande bibliothèque d'Ostermer. Et dans cet univers, les livres et surtout les grimoires, je pense que c'est plus les grimoires que les livres en règle générale, mais voilà, peut-être que je m'avance un peu beaucoup, ont une âme et ont... et en fait, on doit protéger le monde de ces grimoires et de ces êtres maléfiques qui sont enfermés dedans, etc. Et donc, c'est son job à Elisabeth, c'est vraiment de garder, un œil sur ses livres. Sauf que, bah, il y a un jour, il y a un de ses livres qui va s'ouvrir et il y a un monstre qui va s'échapper. Et donc, elle va devoir... demander de l'aide au sorcier Nathaniel Thorne et son mystérieux serviteur Silas parce que le royaume entier est en péril à cause de cette créature qui est sortie de ce livre. Vraiment trouvé ça original, en plus le fait quand on est lecteur d'avoir une histoire qui se passe autour des livres, dans une bibliothèque, etc. Voilà, j'avais trouvé ça passionnant et j'ai vraiment adoré, mais il est grand temps que j'achète le tome suivant, même si c'est vrai que cette histoire de prix et de grandeur de livre en fait, enfin de nombre de pages réduit, etc. M'embête un peu. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers et je pense que je vais faire ça assez rapidement. Plus que 3 dans cette catégorie. On a ensuite Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas, paru aux éditions Fleurus. Et alors celui-ci, j'étais persuadée d'être à jour, mais malheureusement je suis passée à côté de l'info, mais le tome 2 vient de sortir ici le 15 septembre. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que comme je l'ai appris hier, il paraît pas dans les nouveautés de septembre dont j'ai envie. Enfin bref, vous m'avez compris, mais c'est pas très grave, je vous le dis ici. Il est sorti ici le 15 septembre. Et ici, c'est un urban fantasy. Je vais vous lire le résumé parce que j'ai essayé de vous faire un résumé, sauf que ça ne veut rien dire. Même moi, hors caméra, en m'entendant parler, je me rends compte que vous n'allez rien comprendre. Donc je vais vous lire le résumé, comme ça je suis sûre. Donc, bienvenue dans le monde du voile. Lieutenant de police au sein de la brigade de régulation des espèces méta-humaines de Paris, Tia Morcise a beaucoup de mal à faire respecter l'ordre et la sécurité et surtout à éviter que druides, nécromanciens, loups-garous et autres espèces méta-humaines révèlent leur existence au reste du monde. À côté de son impressionnante grande sœur, Mona pourrait presque passer pour une ado normale. Pourtant, l'apprentie sorcière est loin d'avoir les yeux dans sa poche, et quand elle tombe sur des informations clés qui pourraient faire avancer les affaires en cours de Tia, elle n'hésite pas une seconde à suivre ses propres pistes. Mais le monde du voile n'est pas sans danger. Et donc ici, j'avais vraiment trouvé ça intéressant, cette histoire d'urban fantasy, de fait que on mêle le fantasy à une vie dans Paris. Je pense que c'est mon premier urban fantasy que j'avais lu, enfin que j'ai lu, et donc du coup j'ai vraiment adoré ce tome 1. Je savais pas du tout que le tome 2 allait sortir et venait de sortir, je savais pas qu'il y avait un tome 2 en fait. Je pense vraiment que je ne vais pas tarder à le commander parce que j'ai vraiment envie de me replonger dans cette histoire, dans cet univers. J'avais trouvé ça hyper intéressant. En plus de ça, le fait de mêler une brigade de police, parce que voilà, il va y avoir un meurtre, des enlèvements, etc. C'était hyper intriguant et donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner dans un tome 2. Comme avant-dernier dans cette catégorie, on a Néo de Michel Bussy. Et de nouveau, celui-ci, je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai écouté en audio. Dans cette histoire, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans Paris, dans un Paris post-apocalyptique où en fait il y a eu un gaz, je sais plus si c'est un gaz ou un... enfin en tout cas il y a eu quelque chose qui a fait que ça a tué tous les adultes, enfin toutes les personnes vivant sur Terre, sauf les enfants à naître qui étaient encore protégés dans le ventre de leur maman. Et que les mamans ont réussi à survivre le temps d'accoucher. Ces enfants sont... divisés en deux clans qui sont le clan des tipis, enfin du tipi, qui eux sont plus des enfants qui ont grandi par eux-mêmes et donc qui ont appris sur le tas, qui ont plus de la connaissance manuelle, alors que de l'autre côté on a le clan du château où ça c'est des enfants qui ont été élevés, donc en fait qui ont commencé à être élevés par une adulte qui a réussi à survivre
quelques temps, le temps de leur apprendre et de leur faire part, de leur faire part de toutes ces connaissances à elles sur base de vidéos. Et donc eux, ils sont plutôt dans la connaissance mentale. On a vraiment ces deux clans qui sont opposés. Et un jour, il va se passer quelque chose qui fait que les deux clans vont être obligés de s'affronter, de s'entraider, voilà. Donc j'ai écouté le tome 1 que j'ai adoré en audiobook et je pense continuer la saga toujours en audiobook parce que voilà, j'aime bien le narrateur ou la narratrice, je ne sais plus, mais je sais que j'avais adoré la façon dont il ou elle expliquait l'histoire. Je pense qu'il y a 4 tomes en tout, donc je ne sais pas si la saga est terminée ou pas, mais il faut vraiment que j'écoute la suite de cette histoire. Et comme dernière saga dans cette catégorie, nous avons Nil de Lynn Matson, donc paru aux éditions PKJ. Moi j'ai la version poche, mais je pense que les grandes, les brochets sont aussi chez PKJ. Dans cette histoire, on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Charlie, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas pendant ma lecture, j'ai toujours lu Charlet, mais bon. Voilà. Et ce livre-là, je l'ai lu il y a déjà 2 ans. Il me semble que c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Donc ici, j'ai lu le tome 1 et je dois lire le tome 2 et le tome 3. Je pense que j'avais commencé le tome 2, mais je suis même pas sûre parce que je retrouve pas de marque-page ou de signe qui fait que... Mais bon bref, en tout cas, j'ai lu le 1, je dois lire le 2 et le 3. Et dans cette histoire, on y retrouve Charlet, qui se réveille en fait sur une île qui ne figure sur aucune carte, qui a l'air complètement déserte, jusqu'au moment où elle rencontre un rescapé, enfin le chef des rescapés, parce qu'en fait ils sont pas tout seuls, et où il lui explique qu'elle a 365 jours à partir du moment où elle est arrivée sur cette île pour réussir à s'échapper. Pour s'échapper, il existe des portes invisibles, semi-visibles, on va dire ça comme ça, parce que bon, ils arrivent quand même à les voir, mais quand ils sont proches, voilà, vous découvrirez en lisant l'histoire, mais on va dire semi-visibles, qui apparaissent comme ça, et qui ne restent vraiment pas longtemps, et qui les ramènent dans le monde réel. J'avais vraiment bien aimé cette histoire, j'avais trouvé ça assez original, donc il serait grand temps aussi que je sorte le tome 2 et le tome 3 de ma palle. Ensuite, on a la catégorie historique, et dedans, il y a 2 sagas. Et on commence tout de suite avec Les rêves de nos mères de Karin Pitocchi, qui a été qui est paru aux éditions Charleston. Et donc ici j'avais vraiment adoré ce roman. Donc c'était un tout petit livre, voilà, que j'avais vraiment dévoré, je pense en quelques heures, en une journée maximum. J'ai lu le tome 1 et ensuite, vous allez voir la bonne blague, il y a le tome 2 qui est vachement plus gros, et le tome 3 qui est pareil. Voilà. Donc dans celui-là, il y a 3 tomes. Je n'ai lu que le premier. Et dans cette histoire, on est en 1912 et nous suivons Lady Julia Ashford qui est enceinte et son mari vient de décéder. Elle se retrouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien, et elle se prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui incombe à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter sous la forme de Will Murphy, son amour d'enfance, gangster irlandais, régnant aujourd'hui en maître dans l'East End de Londres. La maîtresse de Longfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre? Sans doute pas. Tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans des engagements suffragistes. Mais la vie change en Angleterre, autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révolutions et du changement social, sans compter cette guerre qui déjà se profile, imminente et terrible. Ça avait un peu un style, c'était un peu un mélange entre Peaky Blinders et Downton Abbey. Je ne sais pas pourquoi, enfin sûrement le fait que ce soit des mastabriques par rapport au premier, mais je ne les ai toujours pas sortis de ma pile à lire. Mais vraiment j'avais adoré cette histoire, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Je sais pas vous en dire beaucoup plus parce que voilà, je l'ai lu il y a longtemps, mais à part que ça avait vraiment frôlé le coup de cœur, la plume était vraiment très belle et j'avais vraiment adoré la façon dont on tournait dans cette histoire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cette saga, mais de nouveau je ne sais pas quand j'arriverai à la continuer. Et comme deuxième saga dans historique, enfin
c'est pas vraiment historique, c'est un peu, c'est mythologique, mais nous avons celle de Le silence des vaincus de Pat Barker, paru aux éditions Charleston. Et donc ici il y a 2 livres, on a la suite avec les exilés de Troie. C'est l'histoire d'une réécriture de la guerre de Troie. Et donc on a Briseis qui était reine, mais comme la guerre de Troie fait rage, elle est... en quelques heures, elle voit son mari et ses frères massacrés, et donc de reine, elle devient esclave, et donc elle devient esclave, elle est donnée comme trophée à Achille, et il ne reste qu'un choix à Briseis, c'est survivre ou mourir. Voilà. Et donc ici, il y a une petite phrase qui, je trouve, enfin 2 phrases, qui je trouvais hyper intéressantes dans ce livre, qui est très féministe. C'est avec elle, après 3000 ans de silence, ce sont les voix de toutes les femmes laissées muettes par l'histoire qui s'élèvent, esclaves, prostituées, guérisseuses, effacées au profit des faits d'armes et aux faits d'armes des guerriers. Voilà, j'ai trouvé cette histoire vraiment hyper intéressante. Elle est vraiment tournée du point de vue féminin. On retrouve... Briseis déjà, mais on retrouve aussi d'autres femmes. On voit vraiment la place de la femme dans cette histoire, et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Et donc du coup je dois lire la suite qui est Les exilés de Troie. On voit pas très bien, mais voilà, qui est Les exilés de Troie. Et donc voilà, je vais pas vous en dire plus, même si comme c'est une réécriture de la guerre de Troie, on sait très bien ce qui se passe, hein. On a tous appris ça à l'école. Mais donc ici, on va plus parler de l'après-guerre, quand Troie est tombée. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de reprendre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore sorti, surtout que voilà, je suis un peu moins fan du côté mythologie historique. Voilà, donc sinon j'aime bien les histoires mythologiques, j'aime bien par exemple tout ce qui est Percy Jackson, des histoires inspirées de la mythologie. Maintenant c'est vrai que quand j'avais reçu celui-là, je m'étais dit oh je sais pas du tout si ça va me plaire, et j'avais adoré au final. Donc j'avais vraiment été contente de l'avoir reçu et de l'avoir sorti de ma palle assez rapidement. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai pas sorti le tome 2, donc il serait grand temps que je le fasse. Ensuite on passe à la catégorie enquête thriller. Voilà, policier, tout ça, je savais pas trop comment la catégoriser. Il y a 2 sagas commencées, et on commence tout de suite avec les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke, paru aux éditions Cherche Midi. Et donc ici, moi j'ai les 2 premiers, donc c'est Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc j'ai lu le premier tome, je dois lire le 2 et tous les autres parce que je pense qu'il y en a énormément qui sont déjà sortis. Et donc avec celui-ci, avec cette saga-ci, j'ai découvert un peu l'univers Cozy Mystery, et j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça très drôle. Ici on va suivre Anna Swenson qui est de retour dans sa ville natale et qui décide d'ouvrir une pâtisserie ou un petit... voilà, une boutique, le cookie jar. En tout cas, ça tourne autour de la bouffe, hein, on est bien d'accord, et surtout de la pâtisserie. Donc cette lecture donne énormément faim. Elle fait sa petite vie pépère jusqu'au jour où elle retrouve son livreur qui a été assassiné à l'arrière de sa boutique. Et elle décide de mener un peu l'enquête par elle-même. C'est très drôle, c'est très frais, c'est très gourmand aussi. J'avais vraiment adoré. Je pense que... je l'ai commencé, enfin j'ai lu le tome 1 en lecture commune, et donc pourquoi pas continuer aussi le tome 2 en lecture commune avec quelqu'un, si jamais quelqu'un a envie. C'est Meurtre et Charlotte aux fraises, et alors on va de nouveau suivre une autre enquête d'Anna. Je n'entends que du bien, j'entends tout le monde qui en parle dit vraiment beaucoup de bien de cette saga, que c'est drôle, que c'est rafraîchissant. Moi qui ai un peu une flippette, hein, enfin c'est pas un peu, c'est beaucoup. Je suis pas très policier, pas très thriller, pas très suspense, tout ça. Mais voilà, le côté Cozy Mystery, ça me donne vraiment envie. Et comme deuxième saga, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi en fait je ne la catégorise pas non plus comme policier, enquête, etc. Mais bon, c'est le seul thème qui reprenait un peu pour ces deux-ci. C'est Inheritance Game. Voilà, ça fonctionne pour enquête, hein, pour les deux. Donc on va dire la catégorie enquête. Mais c'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, paru aux éditions PKJ. Et donc ici je vais plus vous faire le résumé, hein, parce qu'on est bien d'accord que tout le monde connaît Inheritance Game. Et cette saga je suis quasiment à jour, parce que donc ici j'ai les 3 premiers tomes en main.
Le quatrième est en bas parce que il est en cours de lecture. Et comme pour l'instant il n'y a que 4 tomes parce que le quatrième vient de sortir, je suis à jour. Enfin, je suis presque à jour, mais dans quelques jours je serai totalement à jour. On passe ensuite à la catégorie romance, et il y en a 4 et je vais me dépêcher parce que je vois que ma caméra n'a quasiment plus de batterie. La première saga est Jamais plus, voilà, de Colleen Hoover qui est sorti chez Hugo. Je vais pas vous dire plus sur ce livre parce que déjà en dire sur ce livre c'est spoilé parce que voilà, ceux qui l'ont lu le savent. Et je pense de toute façon qu'il y a assez de personnes qui connaissent ce livre pour que je ne doive encore et encore et encore en parler. Il me reste le tome 2 à lire. Qui est sorti ici en début d'année, je pense en janvier, en brochet, sauf que comme je l'ai en poche dans ma bibliothèque, j'attends de l'avoir, enfin de la sortie poche pour pouvoir le prendre. Après il y a Stairway to Heaven de Delinda Dane qui vient aussi de chez Hugo. Ici j'ai le tome 1 en poche et le tome 2 va sortir le 11 octobre. Alors je sais pas trop si c'est un tome 2, je pense que c'est plutôt un tome compagnon, un peu comme l'As de pique, l'As de cœur, etc. Mais voilà, c'est dans le même univers, donc moi je considère que c'est une saga. De toute façon, en plus sur Livre Addict, c'est considéré comme une saga. Et pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, foncez ce livre, c'est une pépite. C'est vraiment, c'est très très beau. Et donc dans cette histoire, on va suivre Tristan, qui est un tatoueur qui a un peu beaucoup d'addictions, les drogues, l'alcool, les femmes, etc. Sauf qu'un jour, sa vie va être chamboulée par l'arrivée de son mini-lui, enfin de sa mini-lui, Briare Rose, qui est abandonnée par sa maman. Et du jour au lendemain, il va un peu devoir changer sa vie pour s'occuper d'elle. Et donc cette petite fille est toute sa vie. Et je pense que c'est quand la petite a 5 ans qu'on arrive dans cette histoire où en fait il recherche la babysitter de sa fille, qui, on est d'accord, il recherche Mary Poppins en fait. Et c'est là que rentre dans l'histoire Evan Harper, qui arrive pour un entretien, avec qui le courant ne passe pas du tout, mais par contre il se rend compte que sa fille s'accroche immédiatement à elle et la prend un peu comme une figure maternelle. Et donc du coup il décide de lui donner sa chance. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai trouvé ça très cute, très mignon, très beau. Et donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir un peu dans ce tome compagnon, de les revoir, hein. J'espère qu'on aura des nouvelles de ces personnages. Et voilà, j'ai hâte qu'ils sortent en poche parce que comme Jamais plus, comme je l'ai en poche, il faut que le deuxième je l'ai en poche parce que sinon ça va pas dans ma bibliothèque. Ensuite, on a La fiancée de Kirakas qui est paru aux éditions PKJ, en tout cas en poche, parce que sinon je pense que c'est chez Robert Laffont pour Collection R en brochet. Je sais pas où il est, je crois que je l'ai prêté ou alors on vient de me le rendre, mais il est dans le sac en bas que j'ai pas déballé depuis ce week-end. Bref, pour cette saga là, j'ai lu un livre sur les deux, je pense qu'il y en a que 2 qui est sorti. Le tome 2 en poche sort le 8 novembre et dans cette histoire on va suivre Holly Bright, j'imagine que c'est Bright, qui a grandi à la cour de Koroa et qui rêve sans trop y croire d'attirer l'œil du jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la tête. Mais alors que Jameson est sur le point d'annoncer leur noce prochaine, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne. Attentionné et perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain. Renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu? J'ai bouffé ce livre en 1 ou 2 jours, je pense. Et pourtant, je pense que c'était encore dans ma période de... j'arrive plus trop à lire, donc je sais pas. Donc c'est vraiment que j'ai vraiment adoré ce livre. Je sais que ça avait été une déception pour beaucoup de personnes, mais moi j'ai accroché. Voilà, après je suis très bon public, hein, comme vous l'avez déjà remarqué. Donc j'ai vraiment hâte que ce tome 2 sorte en poche et que je puisse me replonger dans cette histoire et pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe enfin, parce que il me semble qu'on s'était arrêté quand même sur un petit cliffhanger, et donc voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe pour la suite. Et je me dépêche avant que ma caméra se coupe. Mais comme dernière saga en romance, et j'ai... en fait c'est un peu comme le Anne Gaël Lyon, c'est une saga où les personnages, enfin le 1 et le 2
se suivent et puis après c'est d'autres, mais ça se passe toujours dans le petit village de Valno et à Noël, donc voilà pourquoi c'est considéré comme une saga. Et c'est La vie est belle et drôle à la fois, paru aux éditions Charleston. Et alors je pense que c'est une des rares sagas où j'ai des formats différents. Voilà, ça m'embête un peu, j'aimerais bien une fois retrouver celui-ci en grand pour que ça puisse concorder, mais voilà, c'est juste mon côté esthétique qui est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Et donc pour cette saga-ci, donc ces deux-là, donc c'est La vie est belle et drôle à la fois et La vie a plus d'imagination que nous, c'est une suite. Donc on suit les mêmes personnages. Et puis en fait après, donc nous avons Et nous danserons sous les flocons, qui se passe aussi à Valno, mais qui est sur une autre... enfin sur un autre personnage qu'on ne voit pas il me semble dans le 1 et le 2, mais par contre on retrouve vite fait, on a un petit caméo des personnages du 1 et du 2. Donc j'avais adoré retrouver ces personnages. J'ai fait le plus vite possible, mais malheureusement ma caméra n'en pouvait plus. Donc elle s'est coupée. J'ai fait une petite pause de 20 minutes. C'est pour ça que vous avez peut-être un peu bougé. Je vous remets même un peu mieux pour pouvoir la recharger. Et donc je disais, il reste le 4e tome qui est Sous un ciel étoilé. Et donc c'est aussi voilà, une histoire qui va se passer dans ce même petit village. J'ai vraiment hâte de... Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de le sortir ici au Noël précédent. Souvent les Clarisse Sabar et les romances de Noël, je les dévore directement. Sauf que bah voilà, le Noël dernier, j'ai pas eu le temps. Donc j'attends ici ce Noël avec impatience pour pouvoir continuer cette saga et être à jour. On passe à l'avant-dernière catégorie qui est la catégorie jeunesse. Et là, il n'y en a qu'un. Et c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, paru à l'école des loisirs. Et donc celui-là, je crois que je dois plus vous en parler plus que ça. Tout le monde en entend parler. Je viens de le terminer. J'ai trouvé ça très beau, très doux, très difficile aussi parce que ça parle de l'Alzheimer et de cette terrible maladie que moi-même je côtoie avec ma mamie. Mais voilà, donc ça a été une lecture très difficile, mais j'ai trouvé ça très beau. En plus, il est magnifique, il est illustré et tout. Enfin, c'est juste magnifique. Et donc pour celui-ci, il me semble qu'il y a 3 tomes pour l'instant. Il y a 2 tomes parus et le 3e sort début octobre. Je ne sais plus exactement la date, le 6 octobre. Voilà, bon, je la fais juste en dessous, c'est pour ça que j'ai regardé en bas. Donc voilà, j'ai adoré ce premier tome qui est Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Je pense que je vais m'empresser d'aller acheter le tome 2 et puis de lire le tome 3, hein, on est bien d'accord. En plus de ça, il me semble que c'est un par saison. Il me semble que le prochain est plus, enfin le tome 2 est plus sur l'automne et le tome 3 est peut-être sur l'hiver. Voilà, j'en sais pas plus, je vous avoue que j'ai même pas regardé parce que j'ai tellement dévoré cette histoire que j'ai vraiment envie de retrouver ce petit renard, enfin les histoires de ce petit renard. Et comme dernière catégorie, c'est la catégorie des livres science-fiction, et dedans il y en a 5 et je commence tout de suite avec Le Labyrinthe, donc ce qui est de James Dashner, que moi j'ai aux éditions PKJ. Alors j'ai pas les 3 premiers tomes parce que je les ai lus pendant mon adolescence en e-book et j'aimerais bien une fois les trouver, bon à bas prix hein, parce que voilà je les ai déjà lus, mais les trouver pour pouvoir les avoir dans ma bibliothèque, mais pour l'instant je ne les ai pas. Et les 3 premiers je les ai lus, donc sur ça ça va. En fait il faut que je lise les tomes compagnons. Donc ici j'ai L'Ordre de tuer et La Braise qui sont tous les deux avant Le Labyrinthe. Je vais pas vous en dire plus parce que voilà, si vous n'avez pas lu Le Labyrinthe ou si vous n'avez pas vu les films, ce serait spoilé. Deux là en tout cas se passent avant Le Labyrinthe. Je sais qu'il y en a d'autres, il y a Le Destin de Newt aussi, mais bon je les ai pas encore parce que même chose que pour Sorcery of Thorn 1.5, le ratio page et prix est un peu conséquent, donc j'espère qu'un jour ils vont le sortir en poche et que je pourrai l'avoir en poche pour pouvoir le lire en même temps que ces deux là. Ensuite on a Aurora Squad par les auteurs
Amy Kaufman et J. Christophe, paru chez Casterman. Donc pour celui-ci, j'ai lu le tome 1, j'ai reçu le tome 2, mais je ne l'ai pas encore lu et il faut encore que je me procure le tome 3 une fois que j'aurai lu celui-ci. Si vous ne connaissez pas cette histoire, ça se passe en 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. Et donc voilà, on retrouve vraiment 7 personnages. Donc on a Tyler, Scarlett, Kat, Finn, Zilla, Cal et Ori. Et c'est vraiment sur ce dernier personnage, qui d'ailleurs est elle, qu'on va se focaliser, parce qu'ils expliquent qu'elle a été cryogénisée depuis 200 ans et que soudain elle se réveille sans raison particulière et elle est peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. C'est vrai que les sagas qui se passent dans la galaxie me tentent pas trop, mais celle-là j'avais vraiment accroché, à part celle-là et Phobos, sinon je suis pas du tout là-dedans, mais pour celle-là j'avais vraiment accroché. Donc j'avais adoré le tome 1 et Laura de Laura's Readings m'avait offert le tome 2. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Après, on a la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc il y a, je sais pas pourquoi j'en ai que 3 sur 4. Le tome 2, Scarlett doit être quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais bon, c'est pas très très grave pour la vidéo. Et donc on a Cinder, Scarlett, Cress et Winter. Donc on se rend bien compte qu'on va parler de Cendrillon. Bon après, je vais pas vous faire les résumés, hein, je pense que vous connaissez les Chroniques lunaires, mais donc c'est Cendrillon, le deuxième c'est le petit chaperon rouge, le troisième c'est... comment elle s'appelle, Réponse, et la quatrième c'est Blanche-Neige. J'ai lu Cinder et Scarlett, et je dois encore lire Cress et Winter. J'avais commencé Cress, il faut que je regarde, hein. Oui voilà, j'avais lu les 150 premières pages, mais je sais pas pourquoi je me suis arrêtée et puis je l'ai mis en pause parce que je pense qu'il y a un autre livre qui m'intéressait plus qui était sorti, et donc voilà, j'avais envie de me plonger dans ce nouveau livre. En plus de ça, c'est une saga qui me tient particulièrement à cœur. J'ai vraiment accroché dès le début, mais j'ai vraiment pas envie de la terminer, j'ai vraiment pas envie de sortir de cette saga, donc je la prolonge au maximum. Mais bon, maintenant il serait temps que je reprenne Cress. Et alors il y a aussi un tome compagnon qui, je sais pas si c'est un point 5, mais je ne sais pas lequel, qui est sur Levana, donc qui est sur la méchante de l'histoire. Mais celui-là, malheureusement, je ne l'ai pas encore acheté parce que je pense qu'il n'est jamais sorti en poche. Et comme ceux-là, je les ai en poche, voilà, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais une fois que j'aurai terminé cette saga, il va absolument falloir que je me le procure, même s'il est en grand, malheureusement, et qu'il ne sortira jamais en poche pour pouvoir terminer et boucler la boucle. Et pour finir, une saga que je dois de nouveau plus vous présenter, c'est Phobos de Victor Dixon, que j'ai dévoré. En tout cas les 3 premiers, je les ai dévorés, j'ai adoré cette saga. Ici j'en suis, donc j'ai lu les 3 premiers et j'avais commencé le tome 4 parce que voilà, je crois que je les ai enfilés tous les 4 en un coup. Celui-là aussi, enfin cette saga là aussi, j'avais pas envie de la terminer, mais en même temps j'avais cette ambiguïté de j'ai pas envie de l'arrêter non plus, donc je les ai enchaînés. Mais malheureusement voilà, je suis plus ou moins à la page 270 du tome 4 et je l'ai mis en pause parce que ce 4e tome, moi je trouve que c'est un peu le tome de trop, mais j'ai quand même envie de la continuer, donc je pense qu'un jour je vais le ressortir. En plus voilà, ce serait vraiment dommage parce qu'il me reste 400-500 pages sur cette saga, ce serait vraiment dommage de ne pas la terminer. Mais voilà, il faut absolument que je termine le tome 4. En plus c'est encore assez frais dans ma mémoire, même si je l'ai lu il y a longtemps, mais l'histoire est encore assez fraîche, donc je sais que je devrais même pas relire les 270 premières pages pour pouvoir la continuer. Mais il serait vraiment temps que je la sorte pour terminer. Et alors en plus de ça, comme pour les Chroniques lunaires, il y a un tome compagnon mais qui n'est jamais sorti en poche, donc je vais devoir me résoudre à un moment pour l'acheter malgré qu'il ne soit pas en poche. Même si je pense que j'ai entendu parler qu'elle allait peut-être paraître en poche. Je sais pas, je m'avance peut-être, je sais pas du tout. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je dois plus vous parler de Phobos, hein, on est bien d'accord, tout le monde connaît, tout le monde en a parlé. Beaucoup de personnes les ont lus. Mais voilà, donc il me reste
une partie du 4e à terminer. Cette vidéo est enfin terminée. J'ai l'impression que je dis ça à toutes mes vidéos parce que les tournages sont difficiles, fastidieux, tout ça. Mais celui-ci a vraiment été compliqué dans le sens où il a été très long et je pense que ça va être un visionnage très long pour vous. Donc je vais plus blablatérer pendant des heures. Mais j'aurais peut-être dû faire cette vidéo en 2 fois, mais c'est pas grave. Voilà, elle est tournée, elle est faite, elle est dans la boîte. On va faire avec. La prochaine fois, en tout cas, si je vois qu'il y a quelque chose d'aussi dense, j'essayerai de le faire en 2 fois. Comme ça, ce sera plus digeste pour vous. En tout cas, je vous fais des gros bisous mes petits rêveurs et mes petites rêveuses. Je vous souhaite de belles lectures et à la vidéo prochaine.